Nouvel élan de coopération bilatérale, une délégation malienne composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et celui de la Défense sont en Russie pour une visite d'amitié et de travail. Le secteur agricole contribue lui aussi très faiblement aux recettes fiscales en République du Mali. C'est l'épisode 2 de notre série de la semaine sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, était face à la presse pour faire le bilan de ses activités des 3 derniers mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, et son homologue de la Défense, le colonel Sadio Camara, ont entamé une visite de travail à Moscou pour 48 heures où ils ont rencontré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, Paul Yapinguessan. Au cours de cette séance de travail élargie aux délégations des deux parties, la partie malienne a exprimé la gratitude des autorités et du peuple malien aux autorités de la Russie pour le soutien multiforme apporté aux efforts du gouvernement du Mali en vue de la souveraineté et de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les ministres Diop et Camara ont notamment rappelé les succès enregistrés dans le cadre de la mission régalienne des forces de défense et de sécurité maliennes, de sécurisation des personnes et des biens. Ils se sont félicités du renforcement de l'outil de défense, fruit du partenariat stratégique entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Sergueï Lavrov a déclaré, je le cite, « Nous avons convenu de prendre des mesures pour développer la coopération commerciale et économique entre nos deux pays. » Fin de citation. De plus, ils ont convenu d'examiner les mesures visant à concrétiser les accords conclus lors des discussions de l'année dernière, notamment dans le domaine de l'exploitation géologique. Sur la question de la situation au Sahel, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné le soutien de la Russie à l'approche selon laquelle les problèmes africains nécessitent des solutions africaines. Abdoulaye Diop a quant à lui souligné que le Mali et la Russie s'opposent à l'instrumentalisation des organisations sous-régionales, régionales qu'internationales, ainsi que l'ingérence dans les affaires intérieures des États. Nous nous opposons à toute approche néocoloniale de nos relations et aussi nous sommes la Russie, la Fédération de Russie et le Mali tous opposés à l'instrumentalisation des organisations internationales, des organisations régionales, des institutions internationales, y compris les institutions judiciaires internationales, à d'autres fins que l'intérêt de nos populations. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a salué les relations stratégiques avec la Russie. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence de leur partenariat stratégique basé sur une solidarité sincère, le respect mutuel et des échanges réguliers à différents niveaux de responsabilité couvrant tous les domaines prioritaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, je pense que les choses se passent bien au cours de l'année écoulée. Il y a eu beaucoup d'échanges au niveau ministériel comme au niveau technique entre nos équipes d'experts pour pouvoir travailler dans le sens des engagements qui ont été pris par le président Goïta et le président Poutine lors du sommet de Saint-Pétersbourg pour renforcer notre coopération bilatérale dans divers secteurs, l'énergie, l'agriculture, les mines et tous les secteurs d'intérêt. Je pense que les choses se passent bien à ce niveau. À noter que cette visite de travail s'inscrit dans l'ambition des deux pays de renforcer les partenariats stratégiques. Dans ce cadre, elles ont passé en revue les grands axes de leur coopération bilatérale avec un accent particulier sur les questions de défense et de sécurité. L'Association des élèves et étudiants du Mali est sanctionnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette sanction, selon le département, résulte des affrontements violents avec des armes létales qui se sont produits ce mercredi 28 février dans le campus de Badalabougou. Ces agissements, selon le département de tutelle, d'une extrême gravité et condamnables à tout point de vue, se sont soldés par la mort d'un étudiant et plusieurs blessés graves. Pour la circonstance, le ministre présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Au regard de tout ce qui précède, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique décide de la suspension immédiate des activités de l'AEM dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre. Place à notre série de la semaine. Dans le second épisode sur l'élargissement de l'assiette fiscale, nous nous intéressons au secteur agricole qui contribue très faiblement aux recettes. Soumaïla Fani.
Depuis 2019, la fiscalisation du secteur agricole constitue l'une des mesures principales envisagées pour élargir l'assiette fiscale qui compose en grande partie les recettes budgétaires dans notre pays. Selon le service des impôts à l'époque, la législation a prévu des dispositions qui encadrent l'imposition des bénéfices agricoles. Il y a une très forte concentration au niveau des contribuables pour le paiement des impôts et taxes dans notre pays. Environ 5% des contribuables contribuent pour 95% des impôts et taxes. Donc il faut élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il y ait plus de rentrées et qu'il y ait plus de contribuables pour quand même permettre d'augmenter les recettes fiscales. Et comme vous le dites, le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agro-silvo-pastoral, est très peu taxé. Ces domaines agricoles concernent non seulement les fermes modernes, mais aussi l'agriculture de subsistance, d'où le problème de taxation demeure une réflexion majeure. Parce que depuis un bon bout de temps, la réflexion, c'est qu'il faut fiscaliser le secteur agricole. Mais là, attention, il faut faire attention. Parce que l'impôt, généralement, c'est sur le revenu. C'est-à-dire que quand on a la possibilité de saisir le revenu, de savoir réellement ce que vous gagnez, on impose votre revenu. Mais lorsque on n'a pas trop d'éléments, on peut taxer en amont. N'est-ce pas? Quand vous regardez le cas un peu, souvent les gars de l'impôt synthétique, les patentes que les gens payent, rentrent un peu dans ce cadre-là. Mais venons-en au niveau de l'agriculture. Quand vous vous rendez compte quoi au niveau de l'agriculture, au niveau du Mali, c'est que l'agriculture, le niveau de performance est faible. Le revenu agricole est faible, au fait. Quand vous regardez globalement les paysans, vous avez trouvé que ce sont des gens pauvres. Maintenant, si on dit qu'il faut fiscaliser l'agriculture, mais c'est quelle agriculture il faut fiscaliser? C'est quelle agriculture il faut imposer? Est-ce que c'est le producteur de maïs là? Est-ce que c'est le producteur de riz là? Est-ce que c'est le producteur de coton là? Ou bien quel type d'agriculture? Vous savez, le domaine agro-silvo-pastoral contribue pour 40% à l'activité économique de notre pays. Donc, si ce secteur contribuait à hauteur de ce qu'il constitue par rapport à notre économie, je pense que les finances publiques se porteraient mieux. Il ne s'agit pas de surtaxer ceux qui nourrissent l'ensemble des Maliens, parce que vous savez que ce sont les zones rurales qui nourrissent les zones urbaines, mais il s'agit surtout d'aller vers une plus grande industrialisation, une plus grande transformation de ce que nous produisons, d'élargir aussi notre production nationale. Surtout, nous avons plusieurs filières porteuses qui n'ont pas atteint leur potentialité, et nous avons certaines filières porteuses qui sont très performantes, mais où on ne fait pas beaucoup de transformation. Ainsi donc, selon lui, tous ceux qui ont des revenus décents doivent payer des impôts, mais que ces impôts qui doivent être justes et équitables soient à hauteur du revenu. Comme annoncé en titre, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne était face à la presse ce jeudi 29 février. Objectif, faire le bilan de ses activités de décembre 2023 à février 2024. Assitoumani Koulibaly. Cette conférence de presse présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports avait pour but de faire le bilan des activités de son département dans les secteurs de la jeunesse et citoyenneté et le sport citoyen courant décembre 2023 à février 2024. À en croire son introduction, plusieurs jalons ont été posés. Donc, il y a eu les états généraux de la jeunesse où nous avons tenu ces états généraux dans près de 600 communes, dans les 19 régions de Bamako, du Mali, également dans le district de Bamako et dans 37 pays à travers le monde. Et dans les 2 semaines à venir, nous allons lancer ce qu'on appelle l'école de la citoyenneté. Il y a eu également au niveau du centre quelques formations liées au traumatisme crânien et à l'hydratation des sportifs, mais également au dopage. Sur l'état des stades qui sont dans la plupart en rénovation, le ministre Abdoul Kassim Famba a été un peu plus clair sur la question, tout en annonçant que le stade Mamadou Konaté devrait d'ailleurs bientôt recevoir le public. Le stade Mamadou Konaté, c'est vraiment... quoi? C'est quoi? 4 jours, 5 jours? Enfin, ça là, c'est là. Mamadou Konaté, c'est bientôt. Le stade Omnisport de Kati, c'est déjà terminé. On doit juste faire la réception. Ça, c'est terminé. Alors, il y avait... Je pense qu'il y a le stade de Sikasso qui était à 84%. Sikasso.
Non, ce n'est pas 44%, c'est 74%. Donc 74%. Il y a le stade de Mopti. Kai aussi est bien avancé. Et Ségou vient de commencer. Ségou vient de commencer, 15%. Koulikoro aussi a commencé. Et puis, Tombouctou, là, ça c'est tout de suite là. Modibo Keïta qui était aux arrêts. Hein, je pense que j'ai tellement eu de sorties sur Modibo Keïta, mais Dieu merci, Modibo Keïta, voilà, il renaît de ses cendres. Donc je pense que là, les travaux ont repris. Une école de formation des élites qui vise à perfectionner les élites du sport pour de meilleures échéances verra bientôt le jour selon le chef du département des sports. Pour l'heure, le moment est aux préparatifs des différentes compétitions auxquelles le Mali prendra part, la Coupe du Monde 2024, les Jeux africains au Ghana, les Jeux olympiques de Paris, cités en exemple. Aussi, pour plus de professionnalisme, une formation à l'endroit des supporters est en cours. Sans oublier l'adoption de certains textes, dont l'arrêté ministériel sur les activités sportives pour la prise en compte des anciennes gloires en difficulté. Au Tchad, la tension n'est pas au beau fixe depuis quelques jours, une situation qui s'est enclenchée après l'annonce de la date de l'élection présidentielle fixée au 6 mai prochain. Assetoumani Koulibaly pour le commentaire. Au Tchad, suite à l'annonce du calendrier électoral par l'Agence nationale de la gestion des élections, ANGE, dans le cadre du scrutin présidentiel, plusieurs incidents ont eu lieu impliquant le parti d'opposition, Parti socialiste sans frontières, PSF. L'élection présidentielle au Tchad se tiendra le 6 mai, a annoncé mardi l'Agence nationale de gestion des élections, un scrutin qui devrait mettre fin à une période de transition qui aura duré 3 ans. C'est après cette annonce de l'ANGE que les événements se sont produits. Une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État avait eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi après l'arrestation d'un membre du Parti socialiste sans frontières, avec à la tête l'opposant Yaya Dillo, accusé par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême, selon un communiqué du gouvernement lu au journal télévisé. Le gouvernement a annoncé dans son communiqué que la situation est désormais totalement sous contrôle grâce à l'intervention rapide et efficace des forces de défense et de sécurité. Et d'ajouter dans le communiqué que les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont recherchés et seront poursuivis conformément à la loi. Peu de temps avant la publication du communiqué gouvernemental, le journal tchadien Al-Wihda avait rapporté que le secrétaire national adjoint chargé des finances du PSF, Abakar Tourabi, avait été abattu par balle, une information attribuée au leader du parti, Yaya Dillo. Pour rappel, Yaya Dillo, qui entretient des liens parentaux avec la famille du président Mahamat Déby, est depuis un certain temps en bisbille avec le régime tchadien des Déby, auparavant avec le père et désormais avec le fils, actuel homme fort du pays. Sous la confusion, les citoyens se demandent, chose de famille ou chose du pays. On n'arrive plus à faire la différence. En mars 2021, alors que le père Déby était au pouvoir, les autorités ont tenté d'arrêter en vain Yaya Dillo. Une fusillade opposant les forces armées aux sympathisants et proches de Yaya Dillo, armés également, s'est déclenchée devant la maison de ce dernier, causant la mort d'au moins 2 personnes, dont la mère de Dillo et plusieurs blessés. Depuis lors, Yaya Dillo ne cesse de critiquer le régime au pouvoir. Il est l'un des opposants catégoriques à la transition militaire depuis avril 2021, date de la mort de Déby père, sur le front, contre les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le représentant de l'ONU en Afrique centrale a indiqué hier mercredi dans un communiqué suivre avec vive préoccupation les événements et appelle tous les actes au calme et à la retenue au Tchad en cette dernière étape de sa transition. Succès Mansra, ancien opposant récemment nommé Premier ministre, a déclaré des moments malheureux et douloureux dans un message publié sur X, ancien Twitter, en exprimant son soutien total au chef de l'État et aux institutions républicaines. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.